Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 17 avril. Des bus à l'arrêt, des clés confisquées. Depuis le 8 avril, le personnel de la compagnie de transport en commun Sotraco est en grève. Un licenciement de certains travailleurs serait à l'origine de cette grève selon les responsables de la société. C'est une maladie rare mais non moins invalidante. L'hémophilie est une maladie du sang caractérisée par un saignement répété. Le 17 avril est la journée mondiale de l'hémophilie. Dans ce journal, nous irons à la rencontre d'un hémophile qui se bat pour contenir ces hémorragies. L'anacarde, une filière de plus en plus porteuse au Burkina Faso, de nombreux producteurs du Kénédougou se sont lancés dans la production de cette noix qui rapporte. Et puis, l'Équateur a été touché par un violent séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Le bilan provisoire est de 233 morts et plus de 1500 blessés. Les artisans burkinabés ont voté aujourd'hui pour élire les 75 membres de la Chambre des métiers de l'artisanat. Ces élections consulaires se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou, a fait un tour dans les bureaux de vote de Ouagadougou pour s'enquérir du déroulement du scrutin. Amadou Ilboudo et Aruna Mari. La Chambre des métiers de l'artisanat renouvelle ses représentants ce dimanche 17 avril. Au bureau de vote numéro 1, installé dans les locaux de la Chambre de commerce, ces artisans sont ici pour exprimer leur choix. Ces élections consulaires doivent permettre de désigner les 75 membres de la Chambre des métiers de l'artisanat. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat est là pour s'enquérir du bon déroulement de ces élections. J'ai été donc instruit par le gouvernement pour venir soutenir effectivement ces acteurs-là qui sont les artisans, qui viennent proposer aujourd'hui un acte permettant effectivement le renouvellement des membres de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. C'est une grande satisfaction. Dans chaque bureau, on a vu qu'il y a l'engouement. À Ouagadougou, ils sont au total 2679 inscrits dans les 3 bureaux de vote. Et pour permettre aux 12 554 inscrits repartis sur tout le territoire d'accomplir leur devoir civique, 45 bureaux de vote ont été ouverts à cet effet. Pour le moment, nous n'avons pas enregistré de difficultés majeures. Bon, seulement quelques petites insuffisances, et notamment au niveau des électeurs. Bon, il y en a qui viennent par exemple avec des procurations non légalisées. Nous pensons que génétiquement la base n'est pas assez solide pour nous permettre de par exemple de voter. En dehors de ça, bon, nous n'avons pas de problème particulier, ni à Ouagadougou, ni dans les 45 bureaux de vote qui existent. Les 75 membres qui seront élus auront un mandat de 5 ans renouvelable. Ils auront pour mission de mieux organiser et de moderniser ce secteur. Un secteur qui occupe près de 2 millions de personnes et qui contribue à 30% à la formation des produits intérieurs bruts selon le ministre Stéphane Sanou. Les résultats provisoires de ces élections consulaires sont attendus lundi 18 avril. Les agents de la Sotraco, la société de transport en commun, sont en grève depuis le 8 avril. Des travailleurs licenciés auraient pris en otage les bus et confisqué les clés, selon les responsables de la société qui ont animé une conférence de presse sur la situation. Des détails avec Mokhtar Ouedraogo et Claudine Bikaba. La société de transport en commun Sotraco est paralysée depuis le 8 avril. Et pour cause, les agents de cette société sont en grève. Une grève occasionnée par des agents mécontents d'avoir été licenciés et qui ont pris en otage les bus et confisqué les clés de ces bus. Des sanctions ont été prises par ces responsables à l'encontre de certains délégués et agents allant de la mise au pied au licenciement suite à ce mouvement d'humeur. En novembre, par exemple, il y a eu la même situation, mais la direction générale, par un souci d'apaisement, n'a pas voulu prononcer des sanctions. Mais compte tenu du fait que les faits se multipliaient, bon, on voudrait quand même attirer l'attention des uns et des autres que lorsqu'on est dans une société, il y a un certain nombre de dispositions à respecter. Et c'est dans ce sens que les sanctions ont été prises. Au niveau de l'inspection, les faits vont être présentés. Et effectivement, si les faits sont présentés, ça va être qualifié par l'inspecteur qui est habilité à le faire. Et si effectivement ça donne droit à une sanction donnée, nous sommes disposés dans le cadre des échanges et de l'engagement que nous avons pris à voir une sanction moindre. Pour ces responsables, les difficultés sont récurrentes à la Sotraco.
En cause, le fonctionnement à perte de cette structure. Car, disent-ils, pour que la société atteigne le seuil de rentabilité, le ticket du bus devrait coûter 500 francs. Ce ticket est subventionné à 350 francs par l'État. Toutefois, il rassure les usagers de ces moyens de transport. Les discussions sont en cours pour ramener la situation à la normale. La communauté internationale célèbre aujourd'hui 17 avril la journée mondiale de l'hémophilie. L'hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire due au déficit d'une protéine de coagulation dans le plasma. L'association des hémophiles du Burkina Faso a célébré cette journée aujourd'hui à travers une conférence de presse. Des précisions avec Sie Dilaré Yen et Zalissa Sanfo. 17 avril, journée mondiale de l'hémophilie. Et pour la première fois, elle est célébrée au pays des hommes intègres. C'est l'association des hémophiles du Burkina Faso qui prend ainsi son bâton de pèlerin. Avec cette conférence de presse, elle espère attirer l'attention de tous sur l'existence de la maladie. Au Burkina, ils sont environ 1800 à vivre avec cette maladie. Cette année, la Fédération mondiale de l'hémophilie a décidé, pour la journée mondiale de l'hémophilie GMH, d'aborder le thème de l'accès aux soins pour tous. L'AFH, futur membre de la Fédération mondiale de l'hémophilie, s'est donc saisi de cette thématique. Normal que l'association se saisisse de cette thématique. En dehors de la transfusion du plasma, les autres traitements ne sont pas accessibles à la bourse du Burkinabé moyen. Diallo témoigne ici. À chacune de ces crises, il lui faut débourser environ 6 millions de francs CFA. L'hémophilie est une maladie méconnue au Burkina Faso. Son diagnostic n'a été possible seulement que l'an passé. Et en raison de cette méconnaissance, certaines pratiques sociales ont coûté la vie à beaucoup de personnes. C'est le cas de la circoncision. Après l'acte, les patients saignent à n'en point finir, puis finissent par passer de vie à trépas. Vous l'avez entendu, l'hémophilie se manifeste par des hémorragies répétées et abondantes. Elle est une maladie transmise par la femme, mais n'atteignant que les hommes. Nous avons rencontré un hémophile, élève en classe de 4e, Tidiane Tapsoba, nous raconte son quotidien. Sie Dilaré Yen et Zalissa Sanfo. Être un petit garçon, apparemment bien portant, et éviter de jouer. Cela paraît presque impossible. Pourtant, c'est la prescription faite à Cheikh Tidiane Tapsoba depuis qu'il est bébé. Il est atteint d'hémophilie. L'hémophile, justement, quand il tombe, quand il se cogne à un objet, il y a ce qu'on appelle une espèce de contusion. Même si ce n'est pas un choc violent, il fait une petite contusion, mais lui, contrairement à celui qui est bien portant, les petits vaisseaux qui ont éclaté à l'intérieur de ses muscles ou de son articulation vont se mettre à saigner et à saigner à n'en plus s'arrêter. Et l'hémophilie, qu'on vous a défini comme étant une maladie hémorragique, va se manifester par des hémorragies. Et le patient qui souffre d'hémophilie a du mal à arrêter un saignement. Chaque petit bobo peut lui être fatal. Alors, les gestes qu'il faut éviter, lui et sa famille les connaissent par cœur. Chaque fois, on lui répète les gestes à éviter, même s'il les connaît déjà. Ne pas jouer, surtout ne pas se blesser. Nous avons changé nos habitudes. À ses amis, à l'école aussi, on passe les mêmes informations. Je souffre avec ma maladie. Même à 10 heures, je suis assis seule. Je les regarde jouer seulement. On ne contracte ni ne guérit définitivement de l'hémophilie. On est et on meurt avec. L'hémophilie est une maladie héréditaire liée au sexe. L'anomalie de l'hémophilie est sur le chromosome X. Donc ce sont les mères qui vont transmettre l'hémophilie à leurs garçons. Mais attention, les hommes malades donnent aussi l'anomalie à leurs filles et la maladie se perpétue comme ça. La mère de Cheikh attend encore un autre enfant, le 4e.
Et elle espère de tout son être que cette fois-ci, ce sera une fille, pour qu'elle n'ait pas à avoir à s'inquiéter ou à craindre quand le bébé apprendra à jouer, à marcher. Bref, tout simplement, quand son bébé apprendra à découvrir le monde. 3 mois, c'est le temps que se donne l'association Femmes Environnement et Développement du Burkina Faso pour sensibiliser et convaincre les plus sceptiques de la nécessité d'abandonner le mariage des enfants. Elle a lancé ce vendredi sa campagne régionale de plaidoyer et de mobilisation sociale contre le fléau, campagne qui va se dérouler dans la région du Centre-Sud. Yacouba Gamene, Mounira Kéré. La région du Centre-Sud engage le combat contre le mariage des enfants. La région a enregistré 120 cas entre 2013 et 2015, selon les services de l'action sociale. Et c'est pour éradiquer cette pratique que l'AFEDEB, l'Association Femmes, Environnement et Développement du Burkina, a initié cette campagne de plaidoyer. Dans les jours à venir, nous allons faire le tour des villages. Nous allons passer dans les villages pour sensibiliser les populations et faire un plaidoyer pour que chacun prenne l'engagement d'abandonner le mariage précoce, le mariage forcé des enfants. Leaders politiques, religieux et coutumiers ont manifesté au cours de cette cérémonie leur volonté à accompagner la FEDEB dans la lutte contre le mariage des enfants. Il était de notre devoir, en concertation avec l'association et l'UNICEF, de voir qu'est-ce qui peut être fait pour accompagner les leaders d'opinion à jouer aussi leur partition dans le cadre de cette lutte-là. Tout le monde est venu, les chefs traditionnels, afin qu'ensemble ils puissent aider le gouvernement burkinabé, afin que ce phénomène puisse être éradiqué. La campagne régionale de plaidoyer et de mobilisation sociale pour l'abandon du mariage des enfants va durer 3 mois. Pour sa mise en œuvre, la FEDEB a bénéficié du soutien financier de l'UNICEF. Elles n'ont pas été mariées de force, mais leur vie a basculé lorsqu'elles sont tombées enceintes sans être mariées. Zoom sur les difficultés que rencontrent les filles mères dans ce dossier signé Isiaka Ouedraogo, Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. À 17 ans, elle fait partie de celles qu'on qualifie de filles mères. Titi, comme nous l'avons surnommée, était une fille de ménage, courtisée par un gérant de kiosque à café. Titi a cru vivre le grand amour jusqu'au jour où elle comprend qu'elle est enceinte. Il a renié ma grossesse et ma patronne s'est séparée de moi. Je me suis retrouvée à errer dans la rue. Sans parents à Ouagadougou et l'auteur de la grossesse qui a disparu dans la nature, Titi a habité dans la rue depuis le 4e mois de sa grossesse jusqu'à l'approche de son accouchement. Je n'avais nulle part où dormir, manger tout comme boire était problématique. Par contre, Fifi et Mimi ont leurs parents à Ouagadougou et à écouter l'histoire de ces collégiennes, leurs pères respectifs agissent comme des tyrans. Ainsi, en quête de douceur, Fifi est tombée sur un flatteur qui l'a apaisé et qui l'a mis dans cette situation. Le comble aussi est que beaucoup de parents fuient leurs responsabilités. Et les enfants sont laissés à eux-mêmes, les filles surtout. Et les enfants à l'adolescence ont besoin d'être suivis. Quant à Mimi, son père en est arrivé à la chasser de la maison un soir pour qu'elle dorme dehors. Et c'est là qu'elle a accepté le couvert du premier mec qui l'a abordé. Et juste une seule fois a suffi pour qu'elle soit mère. Si on m'avait bien conseillé et s'il y avait l'amour dans la famille, si les parents aussi pouvaient nous aimer, ça pouvait éviter de tomber dans cette situation. Et si le père de l'enfant de Mimi a reconnu sa responsabilité, ce n'est pas le cas de celui de Fifi. N'en parlons pas de celui de Titi. Les garçons qui aient le courage de reconnaître leurs enfants, parce que c'est des malheureux qu'ils font quand ils les rejettent comme ça. Il va grandir, il ne connaît pas son père, il ne sait pas s'il a un père. C'est vraiment douloureux pour un individu de ne pas avoir un père.
Pour le seul centre de l'hôtel maternel, 12 filles comme Titi se sont retrouvées dans ce centre en 2015. Et pour le premier trimestre de l'année 2016, 6 filles mères ont déjà été reçues. Certaines femmes, au contraire, font les enfants très tardivement. Plusieurs raisons sont à l'origine de ces grossesses tardives qui peuvent avoir des conséquences sur la santé de la femme. Des informations sur l'âge normal de procréation et les effets des grossesses tardives avec Ibrahim Sombier et Nathalie Savadoko. Avoir un bébé, une chose qui devrait être aisée pour chaque femme en âge de procréer. Pour ces femmes, tout s'est bien passé, mais les choses se compliquent avec l'âge. Nous parlons de grossesse tardive lorsque la dame a plus de 40 ans. Alors, auparavant, on fixait le seuil à 35, mais avec l'évolution de la médecine, aujourd'hui c'est à partir de 40 ans qu'on parle de grossesse tardive. Il n'y a pas de statistiques sur le sujet, mais aujourd'hui, avec l'école, les femmes se marient de plus en plus tard. Après cela, que certaines font leur bébé avec beaucoup de risques. Les femmes âgées qui contractent des grossesses, la première difficulté d'abord c'est de pouvoir prendre la grossesse. On sait tous que chez la femme, à partir de 40 ans, la fécondité baisse beaucoup. Donc le premier risque d'abord, c'est quand elle désire une grossesse, c'est la difficulté de prendre la grossesse. Et une fois qu'elle franchit ce cap, elle a pu contracter sa grossesse, il y a d'autres risques qu'elle encourt, notamment pour elle et aussi des risques pour le bébé. Alors, pour ce qui concerne les risques pour la mère, elles ont un risque plus élevé de faire des hypertensions liées à la grossesse, des diabètes gestationnels et aussi un risque de césarienne plus élevé pendant l'accouchement. Pour ce qui concerne le bébé, alors, il y a ce risque de fausse couche qui est beaucoup plus élevé que dans la population générale. Il y a aussi un risque de mort fœtale in utero qui est plus élevé. Et on a aussi remarqué que dans cette tranche d'âge, le risque de malformation des fœtus est beaucoup plus élevé que chez des personnes qui sont moins âgées. Toutefois, les praticiens disent qu'il n'y a pas d'âge pour faire un enfant, mais... Il y a un mais. L'idéal serait de faire vos enfants entre 18 ou 22 ans à 35 ans. C'est vraiment la période idéale où tout l'organisme de la femme fonctionne bien, où elle a toutes ses forces pour supporter les caprices des grossesses et mener à terme sa grossesse. Pour le spécialiste en la matière, quand on a un certain âge, il faut consulter son gynécologue avant de prendre sa grossesse. Toute chose qui va permettre à la future maman d'avoir conscience des risques qu'elle encourt pour mener à bien sa grossesse et mettre au monde un enfant sain. Le ministère de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque mondiale ont organisé une rencontre de plaidoyer sur le dividende démographique. Objectif, assurer une appropriation du concept de dividende démographique et ses enjeux pour le développement du Burkina. Moussa Ouedraogo, Nathalie Savadogo. Le dividende démographique est la croissance économique accélérée que peut induire le changement de la structure par âge de la population. C'est ce concept que les experts en santé, éducation, promotion de la femme, économie et finances en rapport avec la population s'approprient à cette rencontre. Nous avons dans notre pays plus de 67% de la population qui a moins de 25 ans. Ça peut être une force, mais pour l'instant c'est une faiblesse qu'il va falloir transformer parce que cette population, malheureusement, jusque-là, n'a pas reçu ni l'éducation, ni la formation, ni également les conditions sanitaires nécessaires qui permettent de transformer cette jeunesse-là en une jeunesse productive. Une rencontre qui s'inscrit dans la logique de booster le développement en général en améliorant la santé de la mère et de l'enfant à travers le pouvoir d'achat. Le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel a été conçu et financé par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'UNFPA. Notre rôle vise d'abord la compréhension et la maîtrise par tous les acteurs du concept lui-même. La contextualisation donc du concept pour le Burkina et la définition aussi de stratégies appropriées et d'investissements appropriés pour
bénéficier justement de cette opportunité. Le projet concerne 6 pays et pour le Burkina Faso, il est financé à plus de 22 milliards de francs CFA et couvre la période 2015-2019. Mieux comprendre les données de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour mieux les enseigner ensuite aux élèves. C'est tout le sens de la formation organisée par le Centre d'information des Nations Unies à l'intention de certains professeurs d'histoire-géographie. Issa Kafando, Kadisanogo. Le Centre d'information des Nations Unies est parti du constat que l'Organisation des Nations Unies figure au programme des lycées et au collèges du Burkina Faso. Malgré les efforts fournis par les enseignants, l'ONU est une organisation relativement complexe. C'est dans cette optique que cette session de formation est organisée au profit des 80 professeurs d'histoire et géographie de la ville de Ouagadougou. L'objectif visé est d'aider les enseignants à mieux comprendre les données sur l'Organisation des Nations Unies. Il nous semble important d'aider ces enseignants qui administrent ces cours dans les lycées et collèges d'avoir les informations les plus actuelles possibles et eux-mêmes en fait de renforcer leurs capacités sur le fonctionnement de l'ONU afin de pouvoir mieux documenter leurs cours et de donner aussi à leurs élèves les informations les plus à jour possibles. Au cours de cette formation, plusieurs thèmes seront abordés. On peut citer entre autres la présentation de l'ONU, la structuration de l'ONU et son fonctionnement et pourquoi l'Afrique n'est pas dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le coton conventionnel a fait son retour. Les producteurs de Diebougou, Oundé, Ndorola et Kourouma ont promis au directeur général de la Sofitex de produire uniquement du coton conventionnel pour la campagne 2016-2017. Wilfried Yamiogo, directeur général de la Sofitex, a mis à profit sa tournée dans ces régions cotonnières pour expliquer les efforts fournis par le gouvernement pour accompagner les acteurs de la filière. Betty Bien-Nahon, Karim Sissé. Il constitue un maillon essentiel dans le dispositif de production de la Sofitex. Eux, ce sont les agents d'appui conseil de la Nationale des fibres textiles. Ici, en Ndorola, ils écoutent attentivement le message de leur directeur général. Un directeur venu pour leur expliquer de vive voix les nouvelles orientations en matière de production cotonnière et ce qu'il attend d'eux concrètement. Compte tenu du non-achèvement des négociations avec le partenaire Monsanto, nous allons donc devoir faire des emblavures à 100% de coton conventionnel. Nous marquons un arrêt momentané pour permettre donc à Monsanto et au dispositif de la recherche de travailler du moins en accord, en collaboration avec le dispositif de la recherche pour améliorer donc les caractéristiques de la fibre de coton burkinabé. Ce retour à la culture du coton conventionnel implique un certain nombre de dispositions. Et ces agents se disent prêts pour les mettre en œuvre. Nous, en tout cas, on va se mobiliser. On va se mobiliser pour ce qui concerne les séances des formations intensives que nous devons avoir auprès des producteurs. On va les accompagner dans ce sens pour que, quand même, au niveau de la protection phytosanitaire, tout soit assuré. Le directeur général de la Sofitex a livré le même message aux travailleurs de la Sofitex et aux cotonculteurs des régions cotonnières de Diebougou et de Oundé. Dans toutes ces localités, les acteurs rencontrés se sont engagés à produire uniquement du coton conventionnel au cours de la campagne 2016-2017. Et déjà à Oundé, l'opération de récupération des anciens stocks de semences de coton génétiquement modifiées a débuté. Nous avons déjà centralisé toutes les situations qui font l'objet d'existence de stocks d'OGM sur le terrain. Nous avons déjà des situations, nous avons déjà fait rentrer ces quantités déjà au magasin. Pour accompagner cette nouvelle vision de la Sofitex, le gouvernement burkinabé a pris certaines dispositions. Le directeur général de la Sofitex n'a pas manqué de les porter à la connaissance des producteurs. Le prix d'achat du coton graine à 235 francs et également fixer le prix de cession des engrais à 15 000 francs pour le sac d'urée et de NPK, en même temps que la dose insecticide connaît donc une réduction de son prix
de 500 francs. Wilfried Yamego reste convaincu que ces batteries de mesures gouvernementales permettront d'atteindre la production prévue, 7000 tonnes de coton-graine pour la Sofitex. Les acteurs du monde rural s'intéressent de plus en plus à la production de l'anacarde. Dans le Kénédougou, le revenu des producteurs a considérablement augmenté grâce à cette plante dont la noix est prisée à travers le monde. Cependant, les producteurs demandent une meilleure organisation de la filière. Lamine Karantao, Moumouni Barou. Commune de Kourignon dans la province du Kénédougou. Ici, chaque famille, en plus de la production vivrière, s'adonne à la culture des rentes comme l'anacarde. Ces dernières années, cette spéculation semble épater plus d'un. Il faut reconnaître que nous, on a grandi, nos parents étaient déjà producteurs de manguiers et puis d'autres spéculations qui sont les oranges. Mais par la suite, il y a l'anacarde qui est venue, qui est par le canal de l'ex-Flex Faso, vers les années 80 à 82. Donc, et le siège même était à Kourignon. Donc, c'est eux qui faisaient la promotion de l'anacarde. Donc, c'est par suite à leur chantier, à leur projet, que tout le monde, nous sommes tous rentrés dedans pour produire l'anacarde. La production de l'anacarde est une aubaine pour les paysans, car cela a permis de réduire la pauvreté. Et désormais, certains même pourraient le considérer comme le cacao du Burkina. L'anacarde est vraiment un produit agricole très rentable. Je peux dire que grâce à la culture de cette spéculation, j'arrive à faire face à certaines dépenses. À ce titre, je paie de l'engrais pour la production vivrière. Également, sur le plan de la santé, l'anacarde m'aide beaucoup. Aujourd'hui, là, il faut se dire que l'anacarde est devenu plus qu'un trésor pour un producteur. Si je prends par exemple, je fais allusion à mon champ. Alors, par an, en tout cas, je gagne de quoi payer la scolarité de mes enfants, en tout cas, faire mes besoins et puis des réalisations. J'ai construit en ville, Dieu merci. Alors, c'est à cause de ça que je dis que franchement, l'anacarde fait le bonheur du projet. L'anacarde, une source de revenus substantiels pour les producteurs, mais jusqu'à présent, il ne bénéficie pas de l'appui conseil du ministère de l'Agriculture. Tout est donc laissé à l'initiative des paysans. Chaque producteur se débrouille seul. Vous voyez que les champs mon champ est taillé. Donc ça, c'est l'initiative propre, c'est mon initiative propre. Alors qu'il fallait des techniciens du ministère, soit de l'environnement ou de l'agriculture, pour pouvoir encadrer les paysans, pour accroître la rentabilité des producteurs. Mais chose qui ne se fait pas pour le moment. L'anacarde est une spéculation dont la production est en plein essor dans certaines localités. Cependant, l'inorganisation des acteurs de la filière est souvent source d'instabilité du prix de ces produits. Un hippopotame parmi les hommes. Depuis le mois d'août, un hippopotame se déplace de village en village dans le Yatenga. Sa présence est source de curiosité pour les habitants qui lui fournissent au passage de quoi se nourrir. Irénée Kaboré et Alain Savadoko. Un pachyderme hors de son milieu de vie. Un hippopotame erre de village en village depuis le mois d'août dans la région du Nord. Pour les spécialistes de l'environnement, plusieurs raisons pourraient expliquer la présence de cet animal dans les contrées. Mais je crois ici que, il a dû séjourner pendant longtemps parce que la femelle était blessée, elle ne pouvait plus se déplacer. C'est ça qui a immobilisé la femelle jusqu'à ce que, malheureusement, elle est morte. Et le mâle, vraiment, pensait que sa femelle était toujours là. Il attendait jusqu'à un certain moment, il s'est rendu compte que vraiment la femelle est réellement morte. Animal de la famille des hippopotamidés. L'hippopotame est un animal amphibie, c'est-à-dire qu'il peut vivre dans l'eau et hors de l'eau. Mais nous prenons toujours des précautions pour dire à la population que c'est toujours mieux de rester très éloigné. C'est un herbivore, il se déplace souvent dans les périmètres maraîchers. Et il y a des dégâts qui sont causés et les maraîchers viennent se plaindre. La présence de l'animal est une source de curiosité pour les populations environnantes qui n'hésitent pas à faire les déplacements. C'est ma première fois de voir un hippopotame. Je suis content. Je vais
qu'il laisse ici. Depuis sa présence, Tangaye est devenu un village touristique. Les gens viennent de partout, la commune, les 35 villages de la commune, les gens se mobilisent pour venir voir l'hippopotame, quelque chose qui est très rare dans la région du Nord ici. Pour la survie de cet animal, les villageois s'attellent à lui fournir le strict minimum de l'eau et des végétaux. Après avoir visité plusieurs localités, l'hippopotame est actuellement dans la commune de Tangaye. L'Équateur a été frappé par un puissant tremblement de terre hier samedi. Le bilan provisoire est de 233 morts et plus de 1500 blessés. Après le Japon, l'Équateur a été frappé à son tour par un violent tremblement de terre qui a fait des dizaines de morts et de nombreux blessés. Il y a des dégâts majeurs dans plusieurs villes du pays, en particulier sur la côte pacifique autour de l'épicentre et dans des zones plus éloignées. Le gouvernement équatorien a décrété l'état d'urgence. Toutes les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale pour protéger la vie des citoyens, explique le vice-président qui représente l'État en l'absence de Rafael Correa qui a écourté sa visite au Vatican. Des villes sont partiellement privées d'électricité, poursuit-il. Nous avons décidé dans certaines provinces d'évacuer la côte. L'alerte au tsunami a toutefois été levée. Guayaquil, la plus grande ville du pays, n'a pas été épargnée par les secousses qui ont entraîné la chute d'un pont et l'effondrement du toit d'un centre commercial. Le séisme de magnitude 7,8 a également été ressenti dans la capitale Quito et même en Colombie et au Pérou. L'Équateur n'avait pas connu pareil tremblement de terre depuis des décennies. La Colombie et le Mexique ont annoncé l'envoi d'équipes de secours. C'est ce dimanche que les parlementaires brésiliens doivent se prononcer sur le sort de la présidente Dilma Rousseff. Les débats entre ses soutiens et ses détracteurs promettent d'être houleux. La Chambre basse du Parlement brésilien a poursuivi ses débats sur la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Le vote est prévu ce dimanche. Si les 2/3 des députés se prononcent pour son départ, ce choix devra encore être confirmé par le Sénat. À la télévision, la chef de l'État a défendu son honneur. La procédure à mon encontre et l'analyse faite au Congrès ne sont rien d'autre qu'une fraude, a déclaré Dilma Rousseff. Une fraude politique et judiciaire. Dans l'histoire de notre pays, sans cela, une destitution ne serait pas possible. Le Brésil et la démocratie ne méritent pas une telle farce. Je demande à tous les Brésiliens de ne pas se laisser tromper. Peço a todos os brasileiros que não se deixem enganar. Des dizaines de milliers de partisans et d'adversaires de Dilma Rousseff devraient manifester ce dimanche à proximité du Congrès dans la capitale, Brasilia, et des barrières métalliques ont été installées pour éviter toute confrontation entre les deux camps. Voilà, comme chaque dimanche, nous recevons le service sport pour la page sportive de cette édition et nous avons Mamadi Ouena sur ce plateau. Bonsoir Mamadi. Bonsoir Abouaka et merci de nous recevoir pour parler de l'actualité sportive du week-end. D'accord. Alors on commence avec un match qui s'est joué donc hier. Oui, il y a le match du leader RCK qui a battu l'ASFA 2-0 hier au stade du 4 août en deuxième heure, ça veut dire en deuxième rencontre, parce qu'avant ce match, il y a eu l'opposition EFO Santos que les téléspectateurs ont pu vivre en direct sur la RTB. Là, il n'y a pas eu de but, 0 partout entre les deux équipes. Et on vous propose tout de suite RCK Asfa Yenenga et EFO Santos en image avec ce résumé de Kalfa Ouattara. EFO Santos, une rencontre assez poussive. Et pourtant, l'étoile filante de Ouagadougou en bleu a une revanche à prendre. Elle attaque d'entrée, domine et se crée les meilleures occasions sans pour autant réussir à faire la différence. Côté Santos, on défend et procède par des contres qui sont restés stériles. Les deux équipes se quittent sur le score de 0 but partout. La revanche espérée n'a pas eu lieu côté EFO, du moins pour l'instant. Le match Asfa-RCK s'est quant à lui joué à la 54e minute. Mohamed Silla intercepte une passe du gardien de l'Asfa, Adama Savadogo. Trouve Jérôme Uya qui ouvre le score. 1 but à 0 pour le RCK. Ça arrive, dommage que ça arrive sur moi aujourd'hui.
Sinon d'habitude, c'est les autres qui font et que moi je corrige. Donc je les demande des excuses. C'est bien vrai que c'est moi qui a facilité la tâche à RSK puisque c'était toujours 0-0. Le leader double la mise à la 60e minute. Yacouba Mando profite d'un cafouillage et inscrit son premier but sous les couleurs du RCK. Score final, 2-0. Le RCK, à la date d'aujourd'hui, a son destin en main. Parce que simplement, les autres vont vouloir effectivement nous rattraper. Et si nous nous mettons à gagner nos matchs, je pense que nous allons terminer le championnat en roue libre. Le RCK prend le large à la tête du championnat, en attendant l'opposition à Geb. RCB. Alors, Mamadi Wena, il y a eu beaucoup d'autres matchs pour le compte de cette 19e journée. Oui, et cet après-midi, à match, la seule opposition décalée de cette 19e journée, le RCK a pris le dessus sur la GEP par 3. Le RCB, du moins, le Racing Club de Bobo Dioulasso, a pris le dessus sur la GEP 3-0. Et la mauvaise opération de cette 19e journée est pour l'USO, qui a enregistré sa première défaite après 18 journées. Et 18 matchs joués, et l'USO a été battu à Pau par Majestic 1-0. Les autres résultats de cette 19e journée, on a Sonabel USFA 3-0, l'USFA qui est en perte de vitesse, troisième défaite de suite. ASRB USCO 1-0. Uzi Kozaf 0-2, et Kozaf qui allait se prendre l'Uzi à Waïguia, et BPS Banque Sport 0-0. Et après cette 19e journée, le RCK est seul en tête avec 40 points, et suivi du RCB qui prend la deuxième place avec 34 points. L'USO, malgré sa défaite, est troisième avec 31 points. Au bas du tableau, le premier non relégable est l'USI, qui a 16 points, et les relégables, ceux qui descendent en deuxième division à ces instants du championnat, et sont Majestic 15e avec 11 points, et Banque Sport 16e avec 9 points. D'accord. Alors, vous avez également des informations pour nous en ce qui concerne la deuxième journée du championnat de la Ligue du Centre, c'est en handball. Handball et aussi du cyclisme, qui vient de tomber le Tour du Togo. Les Burkinabés ont fait la razzia là-bas, et Mathias Sorgo remporte le maillot jaune, c'est-à-dire celui du vainqueur de la compétition, et son équipier Seydou Bamoro, lui, s'adjuge le maillot des sprints intermédiaires, et les étalons cyclistes terminent meilleure équipe du Tour du Togo édition 2016. Et justement, parlant du handball, la deuxième journée du championnat de la Ligue, on a eu les oppositions suivantes: AS Onea, AS Sonabi, et en junior filles, 33-24 pour l'AS Onea. Et toujours en junior filles, la Lonabé Handball Club a battu Dauphin par 36-28. Et AS Sonabi, AS Sonabel en junior garçon, 28-27, un match très serré. Et au niveau des seniors dames, AS Douane Asfa Yenenga, 23-24, un match gagné par l'Asfa Yenenga. Et AS Sonabi, Lonabé Handball Club, 21-24, et victoire également des la Lonabé Handball Club. D'accord. Merci à vous, Mamadi Wena, pour toutes ces informations sportives. Des détails demain. Oui, demain, il y aura plus de détails et d'autres informations sportives qui vont rentrer dans le magazine des sports de demain. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de réalisation de cette semaine s'est jointe à moi pour vous dire merci de votre fidélité. Bonne reprise de travail pour demain.